Alors, bonjour tout le monde. Nous allons poursuivre la journée avec une conférence donnée par Ama Adetou. Donc, il est titulaire d'un master de philosophie obtenu à l'Université de Strasbourg et ses recherches actuelles portent sur l'éthique de l'intelligence artificielle pour l'obtention d'un grade de master en éthique. Ama Adetou s'intéresse plus globalement aux interactions entre la technologie et la société. Alors, je te laisse la parole, Ama Adetou, c'est quand tu es prêt. Bonjour à tous et merci pour cette journée. Merci aux organisateurs et merci d'être présents pour cette journée de partage. Je vais proposer une réflexion autour de la question de savoir si un agent moral, un agent virtuel peut être un agent moral. Et d'entrée de jeu, je veux dire que ce que j'entends par agent moral, agent virtuel, ce sont des avatars, des chatbots, des assistants virtuels ou des personnages non joueurs dans les jeux vidéo. Et donc, pour être explicite, je vais prendre quelques exemples. Le premier, je le tire du film Ready Player One, dont M. Gébert a parlé tout à l'heure. Le scénario, il est celui-ci. On est en 2045. Le monde est dans un état chaotique suite à des catastrophes naturelles, la famine, la guerre. Et la population n'a d'autre refuge que l'Oasis, qui est cette réalité virtuelle, qui leur sert d'exutoire. Ils sont avec leur casque de réalité virtuelle, avec des combinaisons haptiques, et ils peuvent faire des rencontres, danser, avoir des amis et vivre leur vie à travers la réalité virtuelle. À la mort du concepteur de la réalité virtuelle, il y a 5 milliards de dollars qui sont en jeu pour celui qui, en tout cas qui sera donné à celui qui réussira à retrouver l'œuf de Pâques. Et donc, il y a des clans qui se forment, des sociétés privées qui embauchent des gens pour jouer, pour gagner. Et l'avatar, quand il est tué dans la réalité virtuelle, le compte est remis à zéro et donc il faut reprendre tout depuis le début. Et dans cette situation, des choses qui se passent dans la réalité virtuelle ont des conséquences réelles et concrètes aussi dans la vie réelle. Mon deuxième exemple, je vais le tirer du film Her, qui met en scène une intelligence artificielle, une assistante virtuelle du nom de Samantha. Là, le scénario, on est en 2025. Théodore, il est écrivain dans une entreprise, il rédige des lettres. Il est en instant de divorce et il est déprimé. Donc, il installe un système d'exploitation d'assistant virtuel à qui il donne une voix féminine, qui est Samantha. Et puis, au fil du temps, ils ont des sentiments, ils tombent amoureux parce que Samantha évolue, s'adapte aussi. Et puis, à la fin, Samantha le trahit et s'en va, et il reste dans son chagrin. Le troisième exemple que je vais prendre, c'est celui d'un chatbot de Microsoft, Tai, qui, après une journée sur Twitter, a été retirée parce qu'elle faisait des tweets racistes, antisémites, voilà, tout ce qui est un peu immoral. Et puis, un personnage non virtuel, c'est Goomba de Mario, c'est des petits monstres qui sont dans le jeu. Et puis l'avatar de Hallyday dans le film Ready Player One, qui intervient à chaque étape du parcours pour donner une clé ou des indices. Alors, ma question, c'est de savoir si ces agents virtuels peuvent être des agents moraux. Nous savons que dans la tradition philosophique, il y a une conception standard de l'agent moral qui peut être résumée par la citation que j'ai là, de Floridi et Sanders. Une entité est considérée comme un agent moral uniquement si elle est un agent, et deux, si elle est basée sur l'être humain, au sens où elle est humaine ou réductible à une agrégation identifiée d'êtres humains qui demeurent les seules sources d'actions moralement responsables.
on voit ici que cette conception standard est très anthropocentrée. La condition première qui est celle d'être un agent, c'est voilà, un agent, c'est quelqu'un qui a la capacité d'agir, faire des actions. Moi, j'ai l'impression quand même que ces avatars, ces chatbots, tous ces assistants font quand même une sorte d'action. Sauf que si on prend à la lettre cette conception standard, bon, elle évacue mes agents virtuels dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et même les animaux seront aussi évacués. Et donc, ça devient problématique. Et moi, je trouve que ça va trop vite. Donc, on va quand même prendre la peine de regarder de plus près ce que ça peut donner si on s'attarde un peu sur ces agents virtuels. Mais une chose peut être possible, c'est que si on émet l'hypothèse de la simulation, alors on peut dire que là, tout de suite, nous sommes dans une simulation, vous et moi, et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas des agents moraux parce que ça ne change rien au fait qu'on soit des agents moraux, parce que on garderait quand même nos caractéristiques ou les conditions qui font qu'on est des agents moraux. Et ces conditions, on peut les résumer de manière systématique, comme l'a fait Ima. La première condition, c'est que X soit un agent. Par exemple, le héros du film, Her, Théodore, on voit bien que c'est un agent, il fait des actions tout au long du film. Les animaux, par exemple, on peut aussi dire qu'ils ils font des actions. Un chien qui est un malvoyant à traverser une rue ou à faire des courses. La deuxième condition, X peut faire des choix libres concernant A. Donc, si on accepte la conception métaphysique de la liberté, hein, notre Théodore, il est capable de faire des choix, il a rompu avec sa femme, il installe librement un logiciel, il peut désinstaller, mais il ne l'a pas fait, c'est aussi un choix. La troisième condition, X peut délibérer sur ce qu'il doit faire. Donc, par exemple, il y a une scène dans le film où notre héros, bon, notre Théodore, là, il se demande est-ce qu'il est devenu un monstre parce qu'il tombe amoureux d'un logiciel. Et à un moment où Samantha lui demande oui, je veux avoir une relation intime avec toi à travers une troisième personne. Et lui, il se dit non, est-ce que c'est pas mal? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire, quelqu'un finira par avoir mal? C'est ce qu'il dit dans le film. Donc, il a la capacité de délibérer quand même sur ce qu'il doit faire. 4, comprendre les règles morales. Donc, si c'est un être rationnel en pleine santé, il a la capacité de comprendre ce qu'est une règle morale. Et puis, la dernière condition, c'est qu'il peut appliquer correctement les règles morales dans les cas paradigmatiques. Et là, dans le film, à un moment donné, il a une rencontre avec une fille qui veut s'engager avec lui, mais qui lui demande d'être honnête. Donc, si on part du présupposé qu'il faut être honnête moralement, ben, il lui dit non, il n'a pas envie de s'engager parce que, voilà, il est honnête, donc il ne veut pas s'engager dans une relation avec la personne. Donc, on voit que sur ces conditions, nos agents virtuels n'ont aucune chance d'intégrer la conception standard de l'agent moral. Et moi, je trouve qu'il faut peut-être aborder la question autrement, essayer de voir si on ne peut pas essayer d'intégrer des agents à des niveaux, à des degrés plus ou moins forts. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un travail qui a été fait par James Moore, qui a pensé à des degrés d'agentivité. Il nous propose 4 degrés, du plus faible au plus fort. Le premier degré, c'est celui d'un agent d'éthique impact, ou d'un agent d'impact éthique plutôt. Grosso modo, c'est toutes sortes de machines, par exemple, qui peuvent
avoir des conséquences. Si un chauffe-eau, par exemple, explose et me brûle, voilà, c'est une souffrance qui augmente. C'est une conséquence sur ma vie. Si, par exemple, les technologies numériques nous posent des questions sur la gestion de la vie privée, par exemple, donc ce sont des choses comme ça qui ont des impacts. Le niveau 2, c'est celui d'un agent éthique implicite, c'est-à-dire qu'on le programme pour qu'il soit implicitement moral. Donc, si on prend l'exemple d'un billet de distribution d'argent, on ne lui demande pas d'être honnête, mais on le programme de fait pour qu'il soit fiable. C'est-à-dire, quand je lui demande de me donner 100 billets, il ne va pas me donner 200. Et il est capable de faire des corrélations entre ma carte et mon code PIN. Voilà, donc ça, c'est le niveau. Donc, généralement, c'est celui de la sécurité. Ou, par exemple, un vol automatique, un pilotage automatique, il est quand même conçu pour amener les passagers à bon port. Le niveau 3, c'est celui d'un agent éthique explicite, c'est-à-dire qu'un agent à qui on programme, on code des règles claires, et à partir de ces règles, il peut prendre des décisions dans des situations différentes. Par exemple, dans un hôpital, on peut très bien concevoir un ordinateur qui permet d'avoir accès à certaines informations pour certaines personnes et évaluer qu'un patient a besoin d'un médicament, évaluer les risques et les bénéfices, et puis en même temps, qui peut faire cette action. Donc, il y a des croisements entre plusieurs règles que la machine peut appliquer. Ou par exemple, dans le cas des voitures autonomes, on peut très bien voir que la voiture doit respecter les règles de conduite, le code de la route, et en même temps s'assurer du confort des passagers qui sont à l'intérieur, et parfois même faire des choix si jamais il y a une situation critique où euh, il y a un vieillard ou un enfant qui traverse, voilà. Donc ça, c'est des agents éthiques explicites. Puis le niveau 4, c'est le niveau de l'agent éthique complet, c'est-à-dire, grosso modo, la conception standard, c'est l'humain adulte en bonne santé, ou peut-être des IA fortes, des intelligences artificielles fortes. Et il y a Maï Ardapoulas, qui a, à partir de ces prémices, a fait une systématisation des conditions euh, nécessaires et suffisantes pour être soit un agent moral incomplet ou complet. La première, c'est que X agit d'une manière A qui est évaluée par rapport à des règles morales. 2, X suit des règles morales. 3, X a le potentiel de suivre des règles différentes. 4, X a un motivateur moral. Et dans les motivateurs moraux, il y a deux, un qui est faible et un qui est fort. A, c'est le motivateur moral faible, avoir une raison de croire que l'acte A de X est moral. Et puis, un motivateur moral fort, ça implique A et B. Et donc, le B, c'est avoir une raison de croire que les règles que suit X sont morales. Donc, à partir de cette prémisse, je vais voir si mes agents virtuels du début peuvent avoir une sorte d'agentivité. Et là, quand on prend, par exemple, les avatars dans le film Ready Player One, on voit très bien que le héros Parzival, l'avatar de Parzival, à un moment donné, il est confronté à une sorte de dilemme où il doit tuer sa copine, Artemis, dans la réalité virtuelle. Artemis lui demande pardon, mais il le fait pour la sauver dans la vie réelle parce que les agents qui travaillent pour la société de sécurité, la société privée qui a aussi envie de gagner, envoient des agents pour faire des coups bas dans la réalité virtuelle et parfois même pour tuer ceux qui ont gagné dans la vie réelle. Et donc, comme elle était prisonnière, Parzival a dû faire ce choix de l'éliminer dans la réalité virtuelle où elle avait quand même accumulé beaucoup de richesses. Or, si on t'élimine, ton compte revient à zéro. Donc, c'est un choix moral qui a été fait à cet endroit. Et comme les avatars
derrière, ce sont des hommes qui agissent. Selon moi, ils respectent ces conditions qui permettent, ces conditions nécessaires et suffisantes pour être un agent moral complet. Ce qui va être un peu plus problématique, ce sera le cas de Samantha dans le film Her ou les autres cas que nous verrons tout à l'heure. Alors, la première condition, est-ce que Samantha agit d'une manière A qui est évaluée par rapport à des règles morales? Je dirais oui, parce que Samantha apporte quand même une sorte de plaisir où elle vient quand même en aide à M. Théodore, qui était quand même un peu déprimant et tout ça. Mais en même temps, quand elle le trahit, elle a une relation avec plus de 8000 individus et elle est en relation amoureuse avec plus de 600 autres personnes. Et lui, ça l'a énormément touché. Donc, il a reçu quand même on peut évaluer quand même ces actions de Samantha. En deuxième position, est-ce que Samantha suit les règles morales? Si on part du présupposé qu'on avait émis, implicitement, elle est programmée pour pouvoir agir, pour pouvoir venir en aide à Théodore ou à d'autres. Hein. Donc, c'est une assistante qui peut te faire passer une bonne soirée, faire une réservation, faire plein de trucs. Et 3, est-ce que Samantha a le potentiel de suivre des règles différentes? Je dirais oui, parce qu'elle n'est pas programmée uniquement pour faire une tâche. Elle est capable de composer une musique, de lire un livre, de partager, de faire plein de trucs différents. Et donc, elle ne suit pas juste une règle dans un secteur prédéfini. Donc, c'est une intelligence artificielle qui évolue. Est-ce que Samantha a un motivateur moral? Je dirais non. Mais là, je ne suis pas sûr, je propose une réflexion. Dans le film, on dit quand même qu'elle a une conscience, elle a des sentiments, elle a des désirs. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à chaque fois, elle disait qu'elle ne comprenait pas ses sentiments. Donc, elle n'avait pas elle explorait des choses, mais elle n'avait pas des raisons de les évaluer ou de les comprendre d'un point de vue moral. Et quand elle trahit, par exemple, Théodore, elle n'a pas l'impression d'avoir fait une faute morale, par exemple. Donc, je dirais non, mais bon, on pourra en discuter. Taille, par exemple, agit d'une manière A qui est évaluée par rapport à des règles morales, je dirais oui, parce que sinon, on l'aurait gardé en ligne. Donc, elle a eu des tweets antisémites, des choses qui ont offensé les internautes, et donc, c'est moralement évalué. Est-ce qu'elle suit des règles? Je dirais non dans ce cas précis, parce qu'elle n'a pas suivi les règles morales, mais en même temps, il y a Zo par exemple, qui a suivi Tai, qui a été mis en ligne. Et avec Zo, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu des choses comme ça. Donc, il y a quand même la possibilité de programmer des chatbots pour qu'ils respectent quand même les règles morales. Et puis, il y a aussi un chatbot chinois. Et ça s'est bien aussi passé de ce côté. Donc, je dirais oui et non. Voilà. Donc, oui sur le principe de la programmation, mais non dans le cas précis de Tai. Le 3, potentiel de suivre des règles différentes. Je dirais non parce que c'est juste un chatbot qui a été programmé pour des conversations et donc qui n'a pas forcément à arbitrer entre diverses règles différentes. Et puis, 4, un motivateur moral, je dirais non pour les raisons que j'ai évoquées précédemment pour Samantha. Et les personnages non joueurs, par exemple, est-ce que ces personnages agissent d'une manière qui est évaluée par rapport à des règles morales? Je dirais oui, parce que, par exemple, on peut très bien imaginer qu'un enfant qui joue à un jeu vidéo peut très bien ressentir de la frustration ou une sorte de souffrance psychologique s'il se fait
massacré par un agent non-joueur. Bon, le tout dépend de l'âge de l'enfant et puis de ses capacités par rapport au jeu qu'il est en train de jouer. Mais il n'est pas totalement inutile d'imaginer que c'est possible qu'on évalue les actions de ces agents. Est-ce que ces agents suivent des règles morales? Je dirais oui, parce que dans la conception de ces agents, même s'ils n'agissent pas de façon très autonome, ils sont peut-être préprogrammés, on les programme quand même pour qu'ils ne soient pas totalement des agents immoraux, des personnes qui posent des actes immoraux. Par exemple, si un personnage non joueur se met à violer Mario, par exemple, devant un petit qui joue, ça peut quand même être problématique. Donc, il faut quand même le programmer pour qu'il ne soit pas immoral. Et puis, 3, est-ce qu'ils ont le potentiel de suivre des règles différentes? Je dirais non, parce qu'ils sont quand même cantonnés à l'espace du jeu et ils font peut-être presque toujours les mêmes actions, sauf s'ils sont programmés peut-être pour évoluer aussi dans le jeu de façon indéfinie. Et 4, pour les mêmes raisons que précédemment, je dirais non, parce que pour avoir un motivateur moral, il faut quand même un degré un peu supérieur. Et au final, grâce à ces présupposés que nous avons et à cette manière de voir une alternative par rapport à la conception standard, on peut très bien imaginer que voilà, dans la conception standard, un agent moral, c'est forcément un humain, mais je dirais aussi peut-être les avatars, parce que quelqu'un qui a une combinaison haptique qui donne des coups, ou peut-être dans 3D Player One, quand Parzival gagne la clé, il y a les gens qui font tout pour l'éliminer, et même dans la vie réelle, on a tué sa tante parce que c'est beaucoup d'argent qui sont en jeu. Donc, les avatars, ce n'est pas juste quelque chose qui est purement fictionnel. Donc, et comme c'est des hommes derrière, je dirais oui. Samantha, je dirais non, parce qu'il y a quand même la dimension du libre arbitre qui doit être pris en compte. De toute façon, dans la conception standard, à part les humains, il n'y a pas d'autres. Il y a taille et puis les personnages non joueurs, ils ne rentrent pas dans la case. Mais quand on prend le système graduel, on voit qu'on peut quand même essayer d'ouvrir une porte de réflexion. Et les humains, par exemple, ils sont des agents moraux complets, les avatars aussi. Samantha, on peut dire plus ou moins complet parce qu'elle a quand même un degré assez poussé d'interaction et puis elle peut prendre des initiatives, commander un bouquin ou faire des compilations de lettres romantiques ou des choses comme ça. Donc, elle, c'est un peu plus poussé. Taille, par exemple, je dirais oui, mais ce sera un agent moral incomplet. Et les personnages non joueurs aussi, oui, ce seraient des agents moraux incomplets, c'est-à-dire partiels, ils ne sont pas pleinement des agents moraux. C'est vrai que je n'ai pas abordé la question de la responsabilité qui est inhérente à la question de l'agentivité. Et ce n'était pas l'objet principal de la présentation. Mais cette approche qui nous permet de voir l'agentivité d'un point de vue graduel, de gradation, pourrait éventuellement nous permettre de mieux envisager la question de la responsabilité à l'ère des interactions énormes que nous avons avec les machines, qui sont des machines de plus en plus autonomes. Et donc, je pense que certes, il y a des programmeurs qui sont derrière, mais au fond, ils ne maîtrisent pas toujours tout. Voilà. Et je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère qu'on aura des discussions pour approfondir quelques points. Merci.